Salut à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Hortense Louis, jeune révolutionnaire et à Tolbiac. Donc, vendredi, l'État d'Israël a bombardé l'Iran. Depuis, l'escalade militaire, elle se poursuit. L'armée israélienne a affirmé avoir ciblé des dépôts de carburant à Téhéran, frappé le ministère iranien de la Défense, tué une partie des membres du régime iranien, dont le chef d'état-major des forces armées, et même avoir touché des infrastructures nucléaires. En Iran, les bombardements israéliens, ils ont fait à ce jour plus de 500 victimes et plus d'1 millier de blessés. En retour, l'Iran a lancé quelques salves de missiles, causant une vingtaine de morts et une centaine de blessés en Israël. Après avoir massacré la population de Gaza, cette attaque d'Israël, elle montre que sa croisade guerrière ne connaît pas de frontières, mettant toujours plus le Proche et le Moyen-Orient à feu et à sang. Liban, Palestine, Cisjordanie, Syrie, maintenant Iran. Rien n'arrête aujourd'hui l'État d'Israël. Et c'est la domination de toute la région qui est en jeu. Depuis le 7 octobre, Israël, il semble bien déterminé à rebattre toutes les cartes de la région pour y assurer d'autant plus son hégémonie, profitant de l'affaiblissement de l'État iranien et de ses alliés dans la région un à un. Le Hamas en Palestine, le Hezbollah au Liban, Bachar el-Assad en Syrie. Pour justifier cette escalade guerrière et meurtrière, on agite la menace nucléaire iranienne au bord de développer peut-être la bombe atomique. Alors, si c'est sûr que la potentielle future possession de la bombe atomique par le régime des gardiens de la révolution, une dictature islamiste, ça serait plus qu'inquiétant pour les peuples de la région, que dire alors de la possession bien avérée, celle-ci, d'une bombe atomique par l'État d'Israël, actuellement en train de perpétrer un génocide aux yeux de tous et de bombarder l'ensemble des peuples de la région. Avec ses frappes en Iran, Benjamin Netanyahou, il enfile donc une fois de plus sa tenue de chef de guerre, lui permettant d'essayer de resserrer une nouvelle fois les rangs derrière lui en Israël. Mais les bombardements sur l'Iran, ce ne sont pas seulement une tentative de Netanyahou de sauver son régime et de détourner l'attention d'une population israélienne qui commençait à protester contre la guerre sans fin à Gaza, même si ce facteur, il est à prendre en compte dans le timing des attaques contre l'Iran. Non, il s'agit bien là d'une guerre impérialiste pour l'hégémonie régionale des Américains, dont Netanyahou est le bras armé, tout en profitant pour ses propres volontés expansionnistes coloniales, car Israël, il ne peut pas mener cette politique sans la complicité active des puissances impérialistes, et en premier lieu, évidemment, des États-Unis. Trump, il a même demandé mardi aux Iraniens de quitter la capitale, Téhéran, car tout va être bombardé. Alors là, il nous montre bien les liens qui existent entre l'État d'Israël et les États-Unis, et surtout la capacité américaine à faire sa loi partout dans le monde. À Oman, où devait se tenir dimanche un nouveau round de négociations sur justement le nucléaire iranien entre les États-Unis et l'Iran, il a été déclaré que les discussions n'auraient pas lieu. Pourtant, les États-Unis affirment rester déterminés à négocier. Alors, ne nous y trompons pas, ces négociations diplomatiques américaines et ces attaques militaires israéliennes, elles ne s'opposent en réalité pas vraiment dans le fond. Trump, il utilise maintenant la menace dans la situation créée par les bombardements israéliens pour faire céder l'Iran, allant jusqu'à promettre de tout détruire si l'Iran ne renonce pas au nucléaire. Alors, il y a même un responsable israélien, dont on peut au passage souligner le cynisme, qui va dire « We are cooking everything for the US. Like in soccer, we broke through the opponent defense, we passed all their players, and now we are giving them a pass into the box where they are alone in front of the goalkeeper. » En gros, il se compare à un match de foot où les Américains ont armé tout le monde et où maintenant ils leur font la passe décisive pour qu'ils puissent marquer le but. Dans la bouche du chef du gouvernement allemand, ça revient à remercier Israël de faire le sale boulot pour les grandes puissances occidentales. Alors quant à l'État français, il n'est pas en reste, puisque la mascarade autour de la potentielle reconnaissance d'un État palestinien s'est vite effacée, ainsi que les appels larmoyants de Macron au droit international, puisque dès samedi, l'État français a affirmé le droit d'Israël à se protéger et à assurer sa sécurité, une forme de droit de défense en quelque sorte. Mais de quelle défense parle-t-on ? Parce que c'est bien l'État d'Israël qui est à l'attaque, et ça depuis 2 ans, et en réalité même depuis bien plus longtemps encore, contre toute la région. Qui a commencé à envoyer des bombes sur Téhéran vendredi ? Face à ce pseudo-droit de défense, nous on affirme au contraire le droit des Iraniens, des Libanais, des Syriens et bien sûr des Palestiniens à vivre sans subir ces bombardements. Et dans le cas des Palestiniens, à vivre sans subir la colonisation et l'oppression, comme c'est le cas depuis 78 ans.
Ce soutien international unanime à Israël, il ne doit pas nous surprendre. Si depuis le 7 octobre 2023, ce petit État d'Israël a pu mener une guerre de destruction de Gaza et des Gazaouis, des opérations croissantes d'expulsion des Palestiniens de leurs terres en Cisjordanie, des attaques massives au Liban, une captation de territoire en Syrie, des frappes récurrentes en Iran, c'est bien parce qu'ils profitent de la complicité de Trump, Macron et de tous leurs prédécesseurs avant eux. Netanyahou, il s'assoit encore et encore sur le droit international. Il peut se permettre d'organiser une famine, de tuer des représentants d'un autre État, d'arrêter un bateau humanitaire sur les eaux internationales et de tirer sur la population lors des distributions alimentaires. Alors ça risque pas vraiment de choquer la France ou les États-Unis, puisque où était ce fameux droit international pendant la guerre du Vietnam, pendant la guerre d'Algérie ou plus récemment en Irak? Et tout ça, parfois, en utilisant les mêmes mots que Netanyahou aujourd'hui, une pseudo-guerre contre le terrorisme ou pour la défense de notre civilisation judéo-chrétienne. En fait, ce droit international, il s'efface bien vite devant les rapports de force. Et en termes de rapports de force, l'État d'Israël, soutenu par les États-Unis, il est plutôt bien placé. Le soutien occidental, il ne date pas d'hier. Déjà en 1987, les États-Unis accordaient à Israël le statut d'allié majeur hors de l'OTAN, ce qui lui donnait le droit d'acheter de l'armement américain au même titre qu'un pays membre de l'OTAN. Israël devient alors le pays le plus fourni au monde en armement américain. Les États-Unis, ils supervisent aussi la recherche-développement en armes d'Israël, contribuant au financement d'importants projets de défense israéliens. Cet approvisionnement constant, qui a quadruplé depuis 2023, a permis à Tsahal de devenir la 15e puissance militaire mondiale en 2025 et la 2e puissance militaire au Proche-Orient, devant l'Égypte et devant l'Iran. Selon un article de la BBC, Israël dispose désormais d'une armée de l'air capable de bombarder n'importe quel point au Proche-Orient. Au-delà de l'approvisionnement militaire, ce soutien américain, c'est aussi une garantie. Si vous vous affrontez à l'État d'Israël, les bombardiers américains risquent de visiter bientôt votre pays. Pour expliquer cette réalité, il y a certains qui vont parler du poids qui serait prédominant d'un lobby israélien dans les sociétés occidentales. Mais en fait, ça, c'est prendre le problème complètement à l'envers. Israël n'est rien sans les États-Unis. Et cela, le gouvernement israélien le sait, le gouvernement américain le sait. Si le pont militaire entre Washington et Jérusalem s'arrêtait, l'armée israélienne serait à court de munitions en l'espace de 2 jours. Dans ces conditions, comment penser une seule seconde que la politique israélienne n'est pas discutée à l'aune de cette réalité? Trump, il peut jouer l'hypocrite au G7, dire qu'il aurait préféré négocier avec Téhéran plutôt que de passer par les affrontements. Comment penser que Netanyahou peut bombarder un pays de 90 millions d'habitants avec une armée et potentiellement des armes atomiques sans la validation d'une manière ou d'une autre des États-Unis? Si le gouvernement américain avait réellement souhaité la moindre autre chose dans la région, il en aurait été ainsi, car il avait plus que les moyens d'imposer sa volonté à Israël. L'État colonial d'Israël, construit sur le dos des peuples arabes et par le bon vouloir des puissances coloniales européennes et américaines qui se sont partagées et repartagées le monde au XIXe et XXe siècle, dépend pour son existence même du soutien répété encore et encore et encore des impérialistes. Netanyahou, bien sûr, il fait des choix et parfois il dérange peut-être certains États impérialistes sur la forme ou sur le timing de certaines décisions, mais en tout cas, il ne peut pas se permettre de mener une politique qui s'opposerait réellement à Washington, et ça, il le sait très bien. En bombardant l'Iran, après le Liban et la Syrie, c'est en réalité la domination de toute la région qui est en jeu. Une région qui a été dépecée férocement au début du XXe par toutes les grandes puissances pendant leur course au pétrole et aux colonies. Une région qui comprend aujourd'hui encore d'immenses ressources en hydrocarbures et des routes commerciales indispensables au capitalisme mondial. Dans cette région hautement stratégique, l'État d'Israël, c'est un atout indéniable, voire indispensable pour les puissances occidentales. Les troupes israéliennes, elles sont d'ailleurs aussi utilisées dans la région en supplétif de l'armée américaine et elles servent principalement à mater tous les peuples qui se révoltent dans la région. On l'a vu notamment au Liban en 82 avec une intervention de l'armée israélienne pour mater les contestations populaires, entraînant une guerre civile sanguinaire dont les Palestiniens réfugiés dans les camps furent les premières victimes. Mais l'armée israélienne, elle peut même servir à mater tous les régimes qui ne s'aligneraient pas avec armes et bagages derrière les États-Unis, comme on le voit avec l'Iran aujourd'hui. Alors au Proche-Orient, il y a évidemment beaucoup d'autres régimes qui sont aussi des alliés assez sûrs de Washington. On peut penser à l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, tous d'ailleurs qui répriment les manifestations pour la Palestine dans leur propre État tant que ce n'est pas derrière eux. Cependant, il n'existe dans cette zone du globe qu'un seul pays
où en toutes circonstances, le gouvernement et la population soutiennent le camp occidental, alors que les populations des autres États manifestent souvent leur hostilité envers leur propre régime et donc aussi contre leurs protecteurs, généralement états-uniens. Et ce pays, il s'appelle l'État d'Israël. Dans les deux guerres que Washington a menées en Irak, en 91 et en 2003, les sondages ils ont montré que le taux de soutien à ces guerres dans la population israélienne, il dépassait amplement celui qu'il obtenait dans la société états-unienne elle-même. Qu'adviendrait-il si les États-Unis et les Européens cessaient un jour de fournir des armes à Israël? Sa domination, elle serait immédiatement perçue dans toute la région comme notoirement affaiblie. Et dès lors, qu'est-ce qui pourrait advenir? Pas tant en Israël même que dans les autres pays environnants et dans leur population. Quel serait chez eux l'impact de l'affaiblissement de ce gendarme? Jusqu'où les régimes affidés à Washington pourraient-ils en pâtir? C'est ce lien-là qui unit désormais États-Unis et Israël. La crainte des conséquences que générerait un affaiblissement d'Israël, non pas à lui-même, mais bien aux États-Unis. C'est cet affaiblissement qu'on ne peut que souhaiter. Et d'autant plus, bien évidemment, que ce bras armé des puissances impérialistes s'est construit depuis sa naissance sur l'oppression d'un autre peuple, les Palestiniens. Depuis 75 ans, les gouvernements israéliens successifs de gauche, de droite et d'extrême droite, ils mènent la même politique de terreur qui accompagne la spoliation des Palestiniens et la négation de leurs droits. Car dans la logique du sionisme, il fallait nier aux populations arabes tous les droits, jusqu'à même celui de vivre. Les scènes de guerre et d'exode des milliers de Palestiniens qui fuient les bombes qu'on peut voir actuellement à Gaza en rappellent d'autres, et d'autres encore qui se sont répétées à plusieurs reprises dans l'histoire. C'est sur cette politique qu'a été fondé l'État d'Israël. Et face à la révolte des Palestiniens qu'il ne parvient pas à briser, son armée doit se livrer régulièrement à des opérations militaires et à des bains de sang. Mais l'ampleur de ce qu'on voit aujourd'hui est sans précédent. Famine, blocus humanitaire, des milliers de prisonniers, des hôpitaux bombardés, des écoles rasées. Devant cette situation à Gaza, on ne peut d'ailleurs que se révolter d'entendre Netanyahou prétendre aujourd'hui mener une guerre progressiste contre l'Iran, affirmant qu'il s'agirait de libérer les Iraniens de la dictature des mollahs. Ce discours, il est largement repris par les gouvernements occidentaux qui se découvrent soudain un intérêt pour le sort des Iraniens et des Iraniennes. Mais en fait, même chez certains opposants iraniens qui, à juste titre, vomissent le régime en place. Mais qui peut penser une seule seconde qu'un État colonial, raciste, oppresseur comme celui d'Israël peut libérer le moindre peuple? Qui peut affirmer aujourd'hui, et sans mourir de honte, qu'Israël a libéré les Gazaouis de l'obscurantisme du Hamas et a contribué à leur émancipation? Non, les Iraniennes sous les bombes ne sont pas plus libres que sous la police des mœurs, et cela ne les aidera en rien. Faire passer les bombardements en Iran pour un potentiel libérateur des classes populaires iraniennes contre un régime dictatorial revient à reprendre en réalité la propagande israélienne et raciste, où Israël serait le défenseur de la démocratie et du vivre ensemble dans la région, à coups de bombe, bien sûr. Nous, on ne peut pas laisser entendre que l'offensive servirait, même de manière indirecte, les intérêts de la population iranienne. Qui plus est, en Iran, l'heure est encore au choc et à la stupeur. L'assassinat de la majorité de l'état-major n'entraîne pas de mouvement populaire contre le régime. Au contraire, la dispersion de la population ouvrière des grandes villes va plutôt dans le sens d'une dispersion d'un potentiel contestataire. Sans compter que le régime iranien va bien entendu chercher à créer une union nationale derrière lui en agitant la menace israélienne. Alors la première chose à faire, si on se soucie du sort des Iraniens, c'est de au contraire condamner l'attaque israélienne et de dire, pour la libération et l'émancipation des peuples du Moyen-Orient, l'État d'Israël ne sera jamais du côté de la solution. Au contraire même, il se dressera contre toute tentative de soulèvement révolutionnaire à même de menacer l'ordre social capitaliste dans la région. Il n'y a aucune symétrie dans ces attaques et on le voit. Dire ni Iran ni Israël, c'est faire croire qu'il s'agit d'un jeu à part égale, impulsé des deux côtés. Mais quand les dés sont pipés, que l'un des joueurs est à l'attaque, défendu, équipé et soutenu par la plus grande puissance mondiale et que les règles mêmes du jeu sont établies par cette puissance, cette position, elle est intenable. Alors pour autant, il faut quand même être très conscient que les ennemis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis. Nous n'avons bien sûr aucune sympathie pour le régime iranien qui exploite sa population et qui a réprimé durement, il y a moins de 4 ans, les manifestantes et manifestants de Femmes, Vie, Liberté, qui s'opposaient à la dictature religieuse imposée par le régime des mollahs et la discrimination sexiste et raciste contre les personnes kurdes dans des manifestations massives et des mois d'émeutes qui ont fait trembler le régime.
La répression qui s'est abattue, elle a fait des milliers de prisonniers, de prisonnières et de mortes en Iran. On entend souvent dire que l'État iranien, il aurait malgré tout un caractère un peu subversif, voire même un caractère de résistance, puisque c'est effectivement un État qui refuse de s'aligner avec les positions américaines, et en ce sens, bah oui, il les dérange. Et en ce sens, oui, bah ça emmerde les États-Unis que l'Iran puisse un jour avoir la bombe nucléaire. Mais jamais le régime iranien n'a eu pour objectif l'émancipation des peuples dans la région. Ni le sien, bien sûr, mais ni même le peuple palestinien. D'ailleurs, s'il y a bien des résistances populaires dans la région, les oppositions au génocide comme au régime, la résistance des gardiens de la révolution, elle a toujours existé contre ces contestations. Son objectif en tant que classe dominante qui exploite une classe ouvrière massive en Iran, c'est en fait de réussir à se faire une petite place au sein, et non contre, du système impérialiste mondial. Place pour l'instant refusée par les États-Unis. Mais qu'il est loin d'une autre, cet anti-impérialisme, mis en scène afin de capter une radicalité et une indignation légitime pour mieux la détourner. L'impérialisme, c'est ce système d'accumulation et de concentration du capital qui entraîne une concurrence acharnée et une répartition du monde entre les grandes puissances et leurs multinationales. L'augmentation des rivalités interimpérialistes entraîne aujourd'hui une multiplication des guerres à travers toute la planète, et à commencer par ce Proche et Moyen-Orient, en proie à la furie guerrière israélienne. Aucune perspective durable pour les populations de la région ne se trouve derrière les actions du moindre État en place. Si Israël est le fauteur de guerre dans la région, le point commun entre les États israéliens et iraniens, c'est bien l'exercice le plus brutal de la domination de classe qu'ils exercent sur leur propre population, au mépris de toute vie humaine. Ils ont la même volonté de conserver l'ordre dans la région, une forme d'ordre, une forme de mise au pas et de contrôle des classes populaires. Certains régimes font régner l'ordre dans toute la région par la terreur, comme c'est le cas d'Israël, mais tous cherchent au moins à faire régner un ordre intérieur, comme c'est le cas en Égypte, l'Égypte d'Al-Sisi qui enferme les militants palestiniens lorsqu'ils tentent de s'approcher de la frontière, ou comme en Iran avec l'écrasement de Femmes, Vie, Liberté. Tous, ça sert à garantir la stabilité, comme ils disent. Nous, on pense au contraire qu'il faut une instabilité. Il faut renverser tous ces régimes, tous ces tyrans. Et surtout, et en premier lieu, il faut renverser l'État israélien, premier agresseur dans la région. Ce qu'on voit depuis le 7 octobre, c'est qu'il n'y a pas de plafond dans l'horreur de ce système impérialiste et capitaliste. Cette fuite en avant, cette guerre sans fin, ce monde de misère, de massacre et de génocide, c'est ça l'impérialisme. C'est ça le passé, le présent et le futur du capitalisme. C'est ça aussi la réalité du piège sanglant qui s'est refermé sur la population israélienne, devenue gardienne d'un camp de concentration à ciel ouvert, et devenue un jouet dans les mains de son propre État et des puissances impérialistes. Un peuple qui en opprime un autre ne peut être libre. Et ceux et celles qui refusent la colonisation et le projet sioniste en Israël sont férocement réprimés par leur propre État. Leur État qui est prêt à tout pour maintenir l'ordre dans la région, mais aussi en son sein. Alors qu'Israël attaque l'Iran, nos regards, nos espoirs et notre solidarité, ils se portent bien évidemment vers la classe ouvrière iranienne, massive, formée, qui a su se mobiliser par le passé et qui pourrait, par ces mobilisations, ébranler tous les régimes en place dans la région et bien au-delà de l'Iran, vu l'interconnexion existante. Mais la réponse, elle est aussi à chercher dans nos mobilisations, au cœur des puissances impérialistes, en France et aux États-Unis, complices de cette situation d'horreur, et plus encore que complices, responsables. Nous, cette instabilité que craignent tous les États de la région, et en premier lieu l'État d'Israël, que craignent la France, que craignent les États-Unis, nous on la souhaite, car elle est signe de colère qui gronde, de renversement de ces régimes qui peuvent s'effondrer comme des châteaux de cartes, libérant tous les peuples de la région, et donc bien sûr le peuple palestinien. Ce peuple palestinien qui est lui-même moteur et a été moteur de cette révolte, de ce signe qu'on ne peut pas écraser la colère, qu'on ne peut pas enterrer la lutte sans que germent de nouvelles personnes prêtes à lutter. Et que leur ordre impérialiste, s'il nous écrase, s'il nous opprime, il est en réalité bien fragile, il va falloir le renverser.